Et là, cette fois, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez du son? OK, super. On est sauvés. Top. Merci, merci à tous. Désolé, du coup, on a pris 4 minutes entre tout. Pas mal de petits problèmes techniques, mais c'est bon. On va pouvoir commencer, sans plus attendre, si vous m'entendez bien. Donc bienvenue à tous, merci d'être, aussi, nombreux, à poursuivre ce webinaire aujourd'hui. Donc il va parler, d'investissement locatif. Donc on va en avoir, pour, je pense une demi-heure de présentation et puis après on enchaînera avec vos questions. Vous avez donc un onglet questions à votre droite de votre écran. Je vous invite à poser toutes vos questions dans l'onglet questions. Vraiment, c'est super important et pas dans le chat. Comme ça, on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Donc posez vos questions dans questions et ensuite, votez pour, les questions, que vous préférez pour que je puisse y répondre en premier. Moi, je ferai un tri par vote et comme ça, on traitera les questions qui intéressent le plus de monde en premier. Après, je répondrai bien sûr, quand même à toutes les questions, mais du coup, dans un ordre, bien spécifique. Voilà, donc pour me présenter, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Mathieu Chauveau, je suis expert comptable et CEO de Ça compte pour moi, qui est un cabinet, d'expertise comptable en ligne. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Ça compte pour moi très rapidement, c'est donc un cabinet d'expertise comptable en ligne qui, a aujourd'hui, on est un peu plus de 60 collaborateurs. On est lancé depuis, un peu plus de 5 ans maintenant. La différence avec, un cabinet, traditionnel, elle se fait uniquement sur le fond, sur la forme pardon et pas sur le fond puisque sur le fond, on va faire, exactement la même chose, c'est-à-dire, des bilans comptables, des bulletins de paye, des formalités juridiques, des déclarations fiscales, et tout ce qui va autour. Le conseil et l'accompagnement qui va autour bien sûr et la différence, c'est qu'on va tout faire en ligne, heu et donc on a des clients dans toute la France pour ça et on facilite cette relation à distance avec un outil qu'on développe nous-mêmes, une application mobile, une application web qui permet en fait d'échanger avec nous, d'avoir des indicateurs en temps réel sur votre comptabilité, et d'avoir, une comptabilité totalement dématérialisée, et la plus moderne possible. Voilà. Aujourd'hui, on a un peu plus de 3000 clients. Et, voilà, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Ça compte pour moi, je vous invite à aller voir notre site internet. Mais c'était déjà pour vous resituer qui je suis et qui on est avec Ça compte pour moi. Et pour vous dire aussi que du coup, on est spécialisé dans les sujets, bien sûr, comptables, fiscaux, sociaux et juridiques. Et notamment, on a un certain nombre de clients qui ont fait des investissements locatifs. C'est pour ça que on va en parler aujourd'hui. Donc, de quoi on va parler en sommaire? On va parler dans un premier temps, en fait. Alors, déjà, on va dérouler en fait toutes les possibilités qui existent aujourd'hui pour faire. Quels sont les statuts quand on fait un investissement locatif? Donc, un investissement locatif, c'est-à-dire on va acquérir un bien immobilier, le louer. Pour déclarer ses revenus issus de la location, on a plusieurs régimes aujourd'hui. Donc, on a le revenu foncier, très classique. On va rentrer dans le détail après. Le régime des loueurs en meublé, non professionnels ou professionnels, les SCI, les sociétés commerciales, type SAS, SARL. Et on fera après une synthèse pour voir quel est le régime le plus avantageux selon votre situation. J'aurais dû rajouter dans la phrase pour être vraiment exhaustif, puisqu'il n'y a pas un régime vraiment mieux qu'un autre, ça dépend vraiment de la situation de chacun. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer quels sont les paramètres importants à prendre en compte pour pouvoir déterminer quel est le régime le plus intéressant pour vous. Voilà, donc on y va sans plus attendre. On va rentrer dans le détail du coup du revenu foncier. Donc le revenu foncier, c'est le grand classique, c'est peut-être aujourd'hui 80% des investissements, les revenus locatifs sont déclarés en tant que revenus fonciers. Donc les revenus fonciers, c'est vous détenez le bien à titre personnel, vraiment. Donc c'est pas par l'intermédiaire d'une société. Du coup, alors j'ai Willem qui me dit qu'il y a un problème de son. Est-ce que c'est pour tout le monde ou juste, je suis désolé, j'interromps. Est-ce que c'est vraiment pour tout le monde ou c'est que pour Willem? Ah, donc c'est que pour Willem. Désolé Willem, vous avez peut-être un problème de son de votre côté. C'est bon pour tout le monde. Merci. Je reprends du coup pour les revenus fonciers. Donc, on détient le bien à titre personnel. On n'a pas de formalité particulière au moment de l'acquisition du bien, puisqu'on va acquérir le bien à titre personnel. On va comme n'importe quel bien, passer chez un notaire, etc. Mais on l'achète en nom propre. Ensuite, on va imposer nos revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Donc, comme n'importe quel autre revenu que vous déclariez sur votre déclaration d'impôt sur le revenu, que ce soit un salaire ou autre. Donc, on impose ça au barème progressif, donc selon les tranches que vous connaissez de l'impôt sur le revenu, plus la différence avec un salaire, par exemple, c'est que là, cette fois, on a les prélèvements sociaux. Donc, les prélèvements sociaux, c'est ce que aussi on appelle des fois communément la CSG-CRDS, en grande partie, à hauteur de 17,2%. Donc, c'est-à-dire que les revenus locatifs qu'on va déclarer, après, on va voir quelle base on déclare, mais quand on les déclare, quand on est en revenu foncier, ils rentrent dans notre barème progressif de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que si on est déjà dans une tranche élevée, ils seront dans une tranche élevée. À l'inverse, si on est dans une tranche d'impôt sur le revenu plus basse, ça sera plus intéressant. Et par contre, les prélèvements sociaux, 17,2%, eux, c'est forfaitaire et ils ne bougent pas, peu importe la situation fiscale. On a deux options pour le revenu foncier. On a soit le régime réel, soit le régime micro. Le régime réel, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'on va, comme base déclarative, on va prendre les loyers que vous avez perçus et on va déduire en face les charges réelles qui ont été engagées sur le bien. Donc, je vous ai mis les principales charges qui sont prises en compte généralement dans le revenu foncier, c'est-à-dire principalement, généralement, la taxe foncière, hors petite subtilité, taxe sur les ordures ménagères, qui sont à la charge du locataire. Donc, vous n'êtes pas censé le déduire, vous, de votre côté, en tant que propriétaire. Par contre, vous pouvez, si vous l'avez refacturé à votre locataire et que vous le prenez en compte dans les loyers que vous imposez, vous pouvez en effet la déduire en face. Mais si vous ne l'avez pas refacturé à votre locataire, vous ne la déduisez pas, bien sûr. Ou si on respecte la règle fiscale au stricto sensu, vous le refacturez à votre locataire, vous ne le prenez pas à la refacturation dans vos revenus, dans les loyers, et vous ne prenez pas la charge de TOM dans les charges. Donc, la taxe foncière, l'assurance sur le bien. En tant que propriétaire, vous êtes obligé d'avoir une assurance propriétaire, en plus de l'assurance qu'a le locataire. Pour lui, l'assurance de locataire, c'est plutôt pour tous les meubles qu'il y a à l'intérieur, pour faire de façon très grossière. Et vous avez une assurance en tant que propriétaire non occupant pour pouvoir assurer le bien si il venait, je ne sais pas, le toit venait à s'effondrer, par exemple. Ensuite, tout ce qui va être travaux, alors là, je ne rentrerai pas dans le détail, mais attention, il faut bien l'analyser parce que tous les travaux ne peuvent pas être pris en compte. Concrètement, les travaux d'entretien courant sont déductibles. Tous les travaux qui viennent à modifier la structure du bien, je dis une bêtise, vous refaites la toiture, vous refaites des murs porteurs, vous refaites voilà, enfin quelque chose qui est des gros travaux, ceux-là, ils ne vont pas être déduits. Par contre, on le verra après, ils seront pris en compte dans le calcul de la plus-value. Donc, les travaux courants, on va dire, et les honoraires d'agence, par exemple, si vous avez votre bien qui est géré par une agence, vous pouvez déduire aussi voilà, tout ce qui est frais administratifs, on appelle ça. Donc, vous avez aussi après un forfait de 20 € par bien. Bon, c'est toujours ça de gagner, qui s'applique automatiquement. Et vous avez aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas marqué, les intérêts d'emprunt, c'est souvent aussi la plus grosse charge que l'on a en face, qui sont déductibles. Donc, le réel, vous avez vos revenus locatifs, donc les loyers que vous avez perçus, vous déduisez toutes les charges qui sont déductibles au titre de revenus fonciers. Attention, parce que c'est très limité, c'est l'inconvénient de ce régime, c'est que les charges qu'on peut déduire sont très limitées. Donc, c'est principalement taxes foncières, assurance, travaux, frais administratifs et les intérêts d'emprunt. Et vous avez votre base qui va être imposée par un progressif et au prélèvement social 17,2%. Il n'y a pas de déclaration spécifique en plus à faire de celle de la déclaration d'impôt sur le revenu. Après, certes, sur la déclaration d'impôt sur le revenu, il y a la 2044 à remplir, la déclaration liée au revenu foncier, mais il n'y a pas une autre déclaration, une liasse fiscale à faire, comme si on avait une société ou une SCI, par exemple, ou un MNP. Voilà. Donc, ça, c'est le réel. Et le micro, ça, c'est si vous avez uniquement des loyers qui sont inférieurs à 15 000 €, des loyers annuels inférieurs à 15 000 €, là, vous pouvez opter pour le micro. Et le micro, vous avez un abattement forfaitaire de 30%. Donc, cette fois, on ne déduit plus les charges au réel, on déclare juste les loyers. Il y a un abattement forfaitaire de 30% qui va se faire automatiquement. C'est un peu comme pour le micro BIC ou BNC, pour ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs. On déduit un forfait. Et c'est cette base avec l'abattement forfaitaire qui va être soumis à prélèvements sociaux et impôts sur le revenu. Donc là, il faut faire le calcul, voir si vos charges prises en compte au réel sont plus ou moins importantes que 30%. Et puis attention à ne pas dépasser de toute façon les 15 000 € qui sont, attention, la subtilité pour l'ensemble de vos biens. Donc les 15 000 €, c'est pas que pour
par bien, c'est pour l'ensemble de vos biens. Quand on opte pour le micro, c'est pour l'ensemble de ses revenus fonciers. Voilà. Voilà pour les revenus fonciers. Donc les revenus fonciers, en résumé, vous détenez le bien à titre personnel, pas de formalité particulière, vous imposez, vous faites votre calcul chaque année pour savoir si c'est réel ou micro le plus avantageux. Le réel, vous déduisez loyer moins vos charges engagées dans une certaine limite. Attention, parce que c'est assez limité, notamment au niveau des travaux. Et vous avez ensuite, en cas de revente, j'anticipe, en cas de revente, vous allez avoir le régime du plus-value des particuliers qui s'applique, avec éventuellement les abattements, on le verra après, qui peuvent vous faire en sorte que vous soyez exonéré au bout de 30 ans. C'est quand même assez long. Il y a quelques années, ils ont rallongé la durée. Au bout de 30 ans, pour être exonéré totalement d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, parce que c'est pareil, la plus-value à la revente, elle est soumise à 19% d'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux à 17,2%. Voilà pour la plus-value lors de la revente. Et on déduira, pour le calcul de la plus-value, on va faire prix de vente, moins prix d'achat, moins les gros travaux éventuels dont on a parlé, qui n'auraient pas été déduits dans les revenus fonciers pour calculer la plus-value. Voilà, donc les revenus fonciers, c'est classique, c'est simple. Inconvénient du système, c'est que si on est dans une tranche élevée d'impôt sur le revenu, ça peut coûter cher. Également, on ne peut pas déduire un certain nombre de charges, contrairement à notre régime. On va le voir. Ensuite, donc je vois qu'il y a des questions au fur et à mesure, hein, j'y répondrai à la fin à toutes les questions en une fois. Ça sera comme ça beaucoup plus simple à suivre. Ensuite, on a le régime des loueurs meublés. Donc là, cette fois, la différence, on détient toujours le bien à titre personnel, ça, il n'y a pas de différence. Donc c'est toujours en nom propre, on détient le bien en nom propre. La première différence qu'il y a, déjà, fondamentale, et son nom l'indique, c'est que c'est réservé aux locations meublées. Ça veut dire quoi, location meublée? Ça veut dire que c'est des locations que vous, contrairement aux locations nues, vous allez louer avec les meubles requis pour satisfaire à la définition de la location meublée. Donc, je ne rentre pas dans le détail non plus, mais concrètement, il faut que le bien soit meublé de façon à ce qu'un locataire puisse y rentrer et avoir tous les éléments nécessaires pour bien vivre dedans. Alors, pas spécialement des éléments de confort, mais des éléments de base qui vont être une cuisine équipée, qui vont être je sais pas, un lit, un canapé, un téléviseur, un certain nombre de choses comme ça. Donc, si vous êtes dans le cas des locations meublées, vous pouvez prétendre à ce régime. Le revenu foncier, si j'y reviens, on peut faire en revenu foncier, on peut faire du nu comme du meublé, il n'y a pas de problème. Mais si on est en meublé, on peut opter pour ce régime-là. Le régime du loueur en meublé, en fait, donc la deuxième différence, c'est qu'il y a des formalités de déclaration de l'activité au démarrage et qu'il va y avoir des formalités à faire aussi tous les ans. Cette fois, il va falloir faire une comptabilité et une liasse fiscale pour pouvoir déclarer ensuite, certes sur l'impôt sur le revenu, votre base imposable, mais en amont, il aura fallu faire une liasse fiscale et donc en amont de ça même une comptabilité. Donc, on est sur de la location meublée. Il y a toujours un régime micro qui est possible, exactement. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin, en effet, quand on opte pour le régime micro, de faire une comptabilité et une liasse fiscale. Parce que le régime micro, cette fois, on abat 50%. Donc déjà, ça vous montre déjà à quel point c'est plus intéressant que le revenu foncier, quand on fait du meublé en tout cas, puisqu'on a un abattement qui est plus important déjà au niveau du micro. Et 71% dans certains cas, donc le cas en question, les 71%, c'est pour certains immeubles classés, par exemple pour ceux qui feraient des chambres d'hôtes, gîtes, etc. aussi. Donc, l'abattement de 50% pour le régime micro, cette fois, qui s'abat directement sur les loyers. L'imposition est toujours donc à l'impôt sur le revenu dans la catégorie, cette fois, des BIC. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les mêmes règles qui s'appliquent et donc la même catégorie de revenus qu'un artisan commerçant. Voilà, la règle des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, on est imposé à l'impôt sur le revenu, notre base imposable, et toujours ce prélèvement social de 17,2%, sauf quand on est loueur en meublé professionnel. On va y venir après, la différence entre NP et P, donc non professionnel et professionnel. Mais les non professionnels sont soumis au 17,2%, en plus de l'impôt sur le revenu sur la base imposable. Donc, jusque-là, pas trop de difficultés. On est sur un bien qui est meublé. On a déclaré notre activité au démarrage auprès des impôts, voire auprès du greffe. On le verra aussi après quand c'est que c'est nécessaire. Et on loue notre meublé, on choisit micro ou réel.
La vraie différence au niveau du réel, cette fois, par rapport au revenu foncier, c'est qu'on a la possibilité d'amortir le bien. C'est-à-dire, ça veut dire quoi l'amortissement du bien? C'est un amortissement comptable et donc aussi par extension fiscale. Cet amortissement, c'est vous avez acheté un bien, par exemple, 300 000 euros. On va l'amortir sur 30 ans, ce qui veut dire qu'on va pratiquer 10 000 euros d'amortissement tous les ans. L'amortissement, en fait, c'est pour pratiquer la décote, une décote du bien pour son utilisation. Alors, le vrai avantage dans l'immobilier, c'est que cet amortissement ne se traduit pas vraiment dans la réalité, dans le sens où vous avez, je vois que apparemment il y a quelqu'un qui ne voit pas que j'ai changé de slide. Décidément, les problèmes techniques s'enchaînent. Oui, j'ai changé de slide. Je suis sur une slide de Loire meublée. Je ne sais pas si tout le monde la voit. Dites-moi si ce n'est pas le cas. Oui, c'est bon. Ok, merci. Du coup, je reviens sur mon amortissement. Donc, on amortit comptablement, fiscalement. Le vrai avantage, c'est que dans la réalité, ça ne s'amortit pas un immeuble. Vraiment, la décote ne se fait pas, puisque ce qui voudrait dire qu'un immeuble que vous achetez 300 000 euros aujourd'hui, dans 30 ans, il vaudra zéro. Ce n'est pas vrai. Au contraire, il va même potentiellement valoir plus. Mais bon, c'est une règle comptable et fiscale qui est censée pratiquer, en tout cas refléter une décote du bien et qu'on applique. Donc, ça, on ne peut pas le faire en revenu foncier et on le fait en loueur en meublé non professionnel. Donc, c'est là où c'est très, pour pas dire très, avantageux parce que on a vraiment cet amortissement du bien qui va annuler, voire en tout cas, ça dépend la rentabilité de votre bien, mais dans la majorité des cas, ramener votre résultat imposable à zéro, puisqu'en fait, on va prendre donc loyer, moins toutes les charges qu'on a vues tout à l'heure. On peut même en déduire d'autres, parce qu'on est dans les règles des BIC et pas dans les règles des revenus fonciers. On pourrait déduire d'autres types de charges. Je n'ai pas tous les exemples en tête, mais typiquement, on peut déduire des déplacements, on peut déduire des frais bancaires, beaucoup plus de frais administratifs de manière générale. Ensuite, on amortit le bien, et donc là, on a notre base imposable. Généralement, l'amortissement du bien, je dis une bêtise, mais un bien, je prenais l'exemple tout à l'heure de 300 000 euros, quand on amortit sur 30 ans, ça fait 10 000 euros par an. Déjà, ça va vous enlever donc 10 000 euros de vos loyers sur un bien donc à 300 000 euros avec une rentabilité locative à 5% par an, imaginons. Sur de l'habitation, c'est à peu près ce que ça vaut. Alors après, ça dépend, hein, si vous faites de la location à la nuitée sur des plateformes de type Airbnb, ça peut monter beaucoup plus haut, on est d'accord. Mais selon les cas, si on est, c'est pour l'exemple, si on est à 5%, ça fait 15 000 euros de loyer par an. 15 000 euros, vous en enlevez déjà 10 avec l'amortissement. Il vous reste encore 5 000 entre la taxe foncière, les intérêts d'emprunt. Si vous avez fait un emprunt, vous êtes déjà à zéro. Voilà. Donc c'est là où c'est vraiment très intéressant la location meublée non professionnelle, voire professionnelle, mais bon, je pense que la majorité d'entre vous sont dans le cas plutôt d'une non professionnelle, on va le voir après. Avant de passer justement encore aux règles de professionnel ou non professionnel, il y a une dernière règle à savoir qui est fiscale, c'est que par rapport à l'amortissement ne peut pas générer un déficit sur une location meublée non professionnelle. Donc, ça veut dire que quand, tout à l'heure, je reprends mon exemple, j'ai dit que j'avais 15 000 euros de loyer, imaginons j'ai 6 000 euros de charges autres que mon amortissement, donc entre mes intérêts d'emprunt, mes taxes foncières, mes charges administratives, etc. Mes charges, par exemple, de copropriété, c'est vrai, je n'en ai pas parlé aussi, qui sont déductibles en revenus fonciers. Quand j'ai déduit tout ça, donc ça fait 6 000, et après j'avais mes 10 000 euros d'amortissement. Là, si on fait 15 moins 6 moins 10, on est à moins 1 000. Si mes calculs sont bons. Du coup, ce moins 1 000, ce n'est pas possible. Les amortissements ne peuvent pas générer un déficit. Donc concrètement, on va amortir que, fiscalement en tout cas, on va ne retenir que 9 000 euros d'amortissement, ramener le résultat à zéro, et les 1 000 euros d'excédent d'amortissement, on va les reporter en avant. Voilà. Et ils sont reportables en avant de façon illimitée sur les résultats futurs. Et imaginons l'année d'après, vous faites cette fois 17 000 de loyer, j'ai toujours mes 6 000 euros de charges et mes 10 000 euros d'amortissement. Ça veut dire que cette fois, je vais avoir
j'ai dit quoi, 17 moins 6 moins 10, je vais avoir 1000 euros de bénéfices. Et bien là, si j'ai des amortissements excédentaires que je n'ai pas utilisés les années précédentes, je vais pouvoir les imputer pour pouvoir ramener encore une fois mon résultat à zéro. Et ainsi de suite. Et donc là, ça nécessite un suivi très précis sur la liasse fiscale dans un tableau annexe de suivre vos amortissements excédentaires tous les ans. Ça, c'est super important. Sinon, tout simplement, l'administration fiscale, en cas de contrôle, elle vous refusera l'imputation de ces amortissements excédentaires s'ils ne sont pas suivis. Voilà. Par contre, parce qu'on m'a déjà posé la question, mais ça serait trop beau et c'est pas le cas. En cas de revente, les amortissements qui n'ont pas été utilisés, ils sont perdus. Ils sont non seulement pas imputables sur la plus-value, mais pas imputables sur les revenus futurs liés à un autre bien, par exemple. Les amortissements excédentaires sont liés à un bien uniquement. Voilà. Et souvent d'ailleurs, ça, c'est pas forcément très bien pratiqué partout. Un cas particulier avant de passer au leurre meublé professionnel, c'est le cas particulier du Censi-Bouvard. Donc Censi-Bouvard, c'est une réduction d'impôt pour tous les investissements en résidence, j'ai perdu le nom, mais c'est les résidences de vacances, les résidences seniors, les résidences étudiantes, résidences services, voilà, pardon. Tout ce qu'on appelle résidence service, donc c'est les résidences étudiantes, les résidences seniors type maison de retraite, EHPAD, etc. Et des résidences de tourisme type Club Med, Pierre et Vacances, etc. Vous avez une réduction d'impôt Censi-Bouvard qui est applicable. Par contre, attention, quand on opte pour le Censi-Bouvard, donc c'est-à-dire que le Censi-Bouvard, vous avez un pourcentage de votre bien, de la valeur du bien, qui est pris en compte et qui va être déduit sur un certain nombre d'années. Donc, c'est exactement le même fonctionnement que pour un Robien, du Flow, etc. Donc, si vous ne connaissez pas ça, c'est des avantages fiscaux, ce qu'on appelle aussi des fois de la défiscalisation, vulgairement. C'est des investissements qui vont vous permettre de récupérer une partie du bien, en tout cas, en réduction d'impôt, pour faire simple. Généralement, ça s'étale sur 9 ans. Et en fait, je dis une bêtise, c'est assez souvent, j'ai plus le cas du Censi-Bouvard en tête, je crois que c'est 18%, mais si c'est 18%, 11% me dit Christophe, d'accord, je ne pensais pas que c'était si faible. Donc 11%, merci Christophe. Vous prenez 11% de votre valeur de bien et vous le déduisez sur 9 ans. Donc si 11% de mon bien, c'est 90 000 euros par exemple, vous allez pouvoir déduire 10 000 euros chaque année de votre impôt sur le revenu. Si on est là-dedans, attention parce que l'amortissement, là on a des règles d'amortissement qui sont particulières. Et d'ailleurs, souvent sur les Censi-Bouvard, il faut faire l'étude parce que ça vaut le coup d'être micro, puisque les amortissements ils sont limités à la fraction du bien supérieure à 300 000 euros. Donc, uniquement. Donc, si vous avez concrètement un investissement inférieur à 300 000 euros, vous ne pouvez pas déduire votre bien, l'amortissement du bien. Donc, le micro est souvent plus intéressant. Je vous invite à faire le calcul, mais c'est assez souvent le cas, puisque quand on ne peut pas déduire les amortissements, ça commence à perdre un peu de son intérêt. Donc, il faut faire le calcul sur les Censi-Bouvard entre la réduction d'impôt que vous avez et l'imposition que va générer le fait de ne pas amortir, puisque généralement, on est sur du moins de 300 000, sur des chambres en résidence. Ça dépend combien on en achète, mais une chambre, ça dépasse rarement les 100 000. Donc, on est sur des biens entre 50 et 100, selon les emplacements et selon le type de résidence. Du coup, si vous en achetez plusieurs, pourquoi pas, mais vous avez quand même cette limite-là, donc attention. Ensuite, pourquoi, du coup, peut-être que vous posez la question, pourquoi c'est aussi avantageux le loueur meublé? D'ailleurs, il y a une première question, c'est est-ce que ça va continuer encore longtemps? Espérons. Pourquoi c'est aussi avantageux? Justement, ça a été fait pour inciter à la base, justement, les investissements dans ce type de résidence que je viens de citer. Et à l'époque où ça a été mis en place, il n'y avait pas encore forcément, c'était pas encore aussi développé les locations de type Airbnb, etc. Et forcément, c'est ça qui a pris le relais aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut se poser la question si ça perdurera. Mais à la base, c'était surtout pour favoriser l'investissement dans ce type de résidence, notamment seniors, étudiantes, voire au tourisme aussi pour favoriser le tourisme, et aussi parce que il manquait des places pour les étudiants, des places pour les seniors, et donc favoriser cet investissement-là. Et donc ils ont fait un régime fiscal
qui est intéressant et avantageux, beaucoup plus que le revenu foncier. Si on a rempli 2 conditions, on passe en loueur en meublé professionnel. Donc la première condition déjà, c'est d'avoir des recettes supérieures à 23 000 € par an. Donc les recettes, c'est vos loyers. Et la deuxième condition, c'est souvent celle-ci qui fait la bascule, puisque 23 000 €, on peut les dépasser, mais c'est surtout la deuxième qui compte, c'est que vos recettes, donc c'est-à-dire les loyers, pas le résultat, vos loyers, soient supérieurs aux autres revenus du foyer. Voilà. Donc, imaginons que vous dépassez les 23 000, vous êtes à 25 000, mais que vos autres revenus, je ne sais pas, vous avez un salaire de 30 000 en parallèle, vous n'êtes pas loueur en meublé professionnel. Par contre, si vous avez, on reprend mon exemple, 25 000 de recettes, mais seulement 20 000 € de salaire en face, vous devez passer en loueur en meublé professionnel. Obligatoirement, en fait. Ce n'est pas requise pour avoir le choix, c'est que vous n'avez pas le choix. Vous êtes considéré comme professionnel dans le sens où ça représente la majorité de vos revenus. Et donc, quand on est professionnel, ça a des avantages et un petit inconvénient, selon les cas. Les deux avantages, je commence par le petit inconvénient, c'est les cotisations TNS. Donc, les cotisations TNS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est travailleurs non salariés, c'est les cotisations des indépendants. Puisqu'on l'a dit, on est en BIC là cette fois. Donc, les loueurs meublés non professionnels, comme c'est une activité qui est non professionnelle, du coup, ils n'ont pas besoin de cotiser socialement, puisque même s'ils sont en BIC, on considère que c'est non professionnel. Par contre, quand on est sur un BIC professionnel, et donc ce qui est le cas du loueur meublé professionnel, on a l'obligation de cotiser à l'URSSAF des indépendants pour allocation familiale, maladie, retraite, c'est-à-dire les cotisations classiques. Et là, c'est là que ça peut présenter un petit inconvénient dans le sens où si vous êtes déjà salarié en parallèle et que vous cotisez déjà, ça va vous faire une cotisation de plus. Et c'est sûr que pour la maladie et l'allocation familiale notamment, ça ne sert strictement à rien de cotiser 2 fois dans le système français qui est universel. Et donc, peu importe que vous cotisiez plus ou moins, vous avez le même droit. Ça a un petit intérêt retraite puisque ça va vous compléter la retraite, mais généralement, sur ces résultats de loi en meublé, d'autant plus qu'on amortit, ce n'est pas des résultats énormes. Et même si vous avez un résultat qui est un déficit ou un résultat à zéro, vous allez avoir les cotisations minimales à payer qui sont de l'ordre de 1 500 € par an. Donc, ce petit inconvénient. Par contre, les deux gros avantages, très très gros avantages, c'est l'imputation des déficits sur le revenu global. On ne peut pas le faire en loueur en meublé non professionnel, c'est-à-dire que quand on est loueur en meublé non professionnel et qu'on génère un déficit, en fait, il est reportable et imputable uniquement sur les revenus du même type, c'est-à-dire sur d'autres revenus en l'occurrence de location meublée non professionnelle, ou BIC même d'ailleurs, pour faire plus large. Par contre, quand on ne peut pas l'imputer sur un salaire, par exemple, si vous avez un salaire en parallèle et que vous avez un déficit de loueur en meublé non professionnel, vous ne pouvez pas dire j'ai fait moins 10 000 même en loueur en meublé non professionnel, j'avais 20 000 de salaire, du coup je l'ai déduit, ça fait plus que 10 000 de résultat imposable. C'est pas comme ça que ça fonctionne sur le non professionnel. Par contre, sur le loueur en meublé professionnel, c'est comme ça. Et là, c'est très intéressant, puisque comme c'est un revenu professionnel, il est imputable sur tous les autres revenus du foyer fiscal. Si vous avez 20 000 de salaire et 10 000 € de déficit, ça ne vous fera que 10 000 € de revenus imposables. Premier gros avantage du loueur en meublé professionnel. Deuxième avantage, c'est qu'on bascule dans le régime cette fois des plus-values des professionnels, des plus-values professionnelles ou plus-values des professionnels, comme vous préférez. Avec du coup des dispositifs d'exonération. Je vous passe les noms barbares des articles du CGI qui sont le 238 quindicies, 151 septies. On a aussi le 151 octies, voilà, si je ne m'embrouille pas entre chacun, qui sont des régimes en fait de dispositifs d'exonération sur les plus-values des professionnels. Et ça, c'est le vrai avantage, puisque quand on a un loueur meublé non professionnel, la plus-value, quand on revend le bien, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai dit pour le revenu foncier tout à l'heure. Et on le verra tout à l'heure. Donc, c'est là où, encore une fois, le régime des loueurs meublés est très intéressant parce qu'à la fois on amortit et à la fois la plus-value à la sortie est le meilleur des systèmes qui existent, le plus-value des particuliers, avec potentiellement des abattements au bout de 30 ans. Alors que quand on est en régime des plus-values des professionnels, l'avantage, donc sur les BIC, on a des dispositifs d'abattement qui s'appliquent assez souvent au loueur meublé professionnel, puisqu'on a notamment un qui s'applique au montant des recettes, ou on a un autre qui s'applique au montant de la cession. Bon, en tout cas, sur le montant des recettes, le montant, en l'occurrence, est de 90 000 €. Donc, si on a moins de 90 000 € de recettes, on peut avoir un abattement
totale de la plus-value, sur la plus-value. Donc, c'est là où c'est très intéressant. Donc, vous avez en l'UR meublé professionnel, vous avez l'avantage de pouvoir imputer un déficit sur le revenu global, le régime des plus-values qui fait que potentiellement on est exonéré au moment de la vente du bien. On a ce petit inconvénient de cotisation TNS, mais au final, qui peut largement se compenser par les deux autres avantages en face. De toute façon, quand vous dépassez, non seulement il faut dépasser les conditions pour y être, mais de toute façon, quand vous les dépassez, vous avez l'obligation. Donc, ce n'est pas une option, en fait. C'est jamais une option, le revenu professionnel. C'est une obligation, tout simplement. Continuez à poser vos questions, ne vous inquiétez pas, j'y réponds à la fin. J'ai juste une question qui s'est glissée dans le chat. Alors, du coup, merci Mathilde pour la question, mais je vous invite à poser vos prochaines questions dans question. Mais du coup, tant que je la vois dans le chat pour ne pas la perdre, vous me dites quand vous parlez des loyers, les charges de copro sont inclus. Les charges de copro, c'est une charge et non une recette. Le loyer est une recette. Donc, les charges de copro, en effet, vous pouvez les déduire, que ce soit du revenu foncier ou de la location meublée, vous pouvez bien les déduire, en effet, de votre résultat fiscal. Troisième option, et avant-dernière, c'est les SCI. Donc, les SCI, là, cette fois, on crée une société. Donc, contrairement au revenu foncier et au meublé où on était en nom propre, là, cette fois, ça nécessite de créer une société, donc une personne morale, ce qu'on appelle une personne morale. Nous, on est des personnes physiques. Et quand plusieurs personnes physiques décident de créer une nouvelle personnalité juridique, ça s'appelle une personne morale. Personne morale, c'est donc une société. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle donc une société civile immobilière, la SCI. Donc, une personne morale qui nécessite d'être au moins 2 associés. Déjà, ça, c'est le premier point. Une SCI, quand on fait une SCI, c'est parce qu'on veut investir à plusieurs. Déjà, ça, c'est déjà un point important. C'est un outil qui est idéal et qui a été fait déjà, de toute façon, dans sa genèse pour préparer notamment et transmettre son patrimoine, puisque c'est un outil très intéressant pour pouvoir faire des choses comme, et je ne rentrerai pas dans le détail, parce que ça fera l'objet d'un limite d'autres webinaires où il faudra creuser en tout cas, mais c'est un sujet très complexe, c'est-à-dire qu'on peut rentrer après dans des stratégies de démembrement. Donc démembrement, pour expliquer très rapidement, c'est on démembre la propriété. Dans la propriété, on a deux grands aspects, la nue propriété et l'usufruit. Le démembrement, c'est faire en sorte qu'on puisse détacher cette propriété, avoir l'usufruit d'un côté, la nue propriété de l'autre. La nue propriété, c'est quoi? C'est en gros être propriétaire du bien dans le sens pouvoir le céder, par exemple. L'usufruit, c'est récolter les fruits, comme son nom l'indique, de ce bien, et donc par exemple les loyers. Donc quand on démembre nue propriété usufruit, ça permet notamment aux enfants de récupérer la nue propriété pour, lorsque les parents ne seront plus là, récupérer l'ensemble, la pleine propriété. Et l'usufruit pour les parents, pour qu'ils continuent à percevoir les fruits de cette location, donc les loyers notamment, jusqu'à leur décès, où du coup, quand ils vont décéder, automatiquement, l'usufruit rejoindra la nue propriété s'il n'y a plus d'usufruitier, et les enfants détiendront la pleine propriété du bien, sans passer par la case donation ou la case succession. Voilà. Donc c'est l'intérêt. Le deuxième intérêt aussi, au-delà du démembrement même, c'est que quand on a on est des associés dans une SCI au sein du cercle familial, donc on a notamment par exemple les parents et les enfants, il y a aussi la possibilité tout simplement de céder des parts sociales de cette SCI en franchise de donation, en franchise de droit. Quand on fait des donations, on peut faire donc des donations de parts sociales de SCI. Petit rappel sur les donations, c'est vous êtes en franchise de droit dans la limite de 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans. Voilà. Donc ça veut dire que c'est super important le par parent et par enfant, puisque comme c'est par parent, quand il y a les deux parents, ça fait déjà 200 000, 2 fois 100 000. Donc par enfant, ça veut dire que vous pouvez donner 200 000 € par enfant tous les 15 ans. Et donc, en faisant ce système-là, vous pouvez comme ça faire des donations en franchise de droit qui fait que vous transmettez votre patrimoine, encore une fois, sans frais. Le but, quand on dit que c'est idéal pour faire la transmission de patrimoine, c'est d'éviter les droits de succession, tout simplement, qui sont assez importants, hein, qui peuvent monter jusqu'à 7% de votre patrimoine. Donc, c'est toujours ça d'économiser pour vos enfants, en tout cas. Et voilà. L'autre intérêt, ensuite, bien sûr, d'une SCI qui s'est fait avec le temps, il y a un intérêt fiscal. Il y a 3 intérêts pour moi de la SCI. En tout cas, il y a l'intérêt patrimonial, l'intérêt fiscal et l'intérêt de pouvoir avoir un outil pour investir à plusieurs. Puisqu'on l'a dit,
on investit à au moins 2 associés. Ce n'est pas forcément des associés qui sont de la même famille, qui n'ont pas de vocation à se transmettre entre eux. Mais par contre, quand on est plusieurs à vouloir investir dans un bien, ça nous donne un outil pour pouvoir investir à plusieurs et éviter surtout l'indivision. Le but de la SCI, à la base, c'est ça, c'est éviter l'indivision. L'indivision, c'est-à-dire, c'est partager un même bien. Là, en fait, on ne le partage pas puisqu'on détient soi-même des parts de la SCI qui détient le bien. Et ce qui permet en plus de faire perdurer au fil des générations cette SCI. Donc ensuite, pour finir, l'intérêt fiscal, et je sais que c'est ça qui vous intéresse aussi, c'est aussi de pouvoir donc opter soit pour l'impôt sur le revenu, enfin par défaut à l'impôt sur le revenu, et alors je vais être même puriste parce que moi j'aime pas cette notion de SCI IR, mais je préfère dire que c'est une SCI transparente. Vous allez voir pourquoi c'est super important. Ou donc par défaut la SCI elle est transparente fiscalement, et ensuite on peut opter pour l'impôt sur les sociétés. La SCI transparente fiscalement, c'est une SCI qui va être imposée en fonction du régime fiscal de ses associés. Donc, quand c'est des associés personnes physiques, vous avez en effet l'impôt sur le revenu qui va s'appliquer. Mais une SCI, elle peut très bien être détenue par des personnes morales qui sont elles-mêmes à l'impôt sur les sociétés, auquel cas, si elle est transparente, c'est l'impôt sur les sociétés qui va s'appliquer. Et on peut même avoir une personne morale à l'IS et une personne physique à l'impôt sur le revenu, auquel cas, on va déterminer un double résultat. On a plein de clients pour qui on fait ça. Et je vous donnerai pourquoi, les intérêts du pourquoi du comment après. Et du coup, on détermine un double résultat. Un, l'impôt selon les règles de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire des revenus fonciers, le premier point qu'on a vu. Et le deuxième, selon les règles de l'impôt sur les sociétés, qui se rapprochent, même qui est quasiment, pour faire simple, les mêmes règles que le loueur meublé non professionnel, c'est-à-dire qu'on peut amortir le bien. Donc, quand c'est une SCI donc, transparente en tout cas et qui va aller vers des personnes physiques à l'impôt sur le revenu, c'est les mêmes règles que les revenus fonciers. Quand on est à l'impôt sur les sociétés, la vraie différence, c'est l'amortissement du bien plus la déduction d'un certain nombre de charges, encore une fois, qu'on va pouvoir déduire, qu'on ne peut pas déduire dans les revenus fonciers. Un peu les mêmes exemples que je vous prenais pour le loueur meublé non professionnel. C'est marqué donc ici l'amortissement du bien, l'imposition du résultat, puisqu'il y en a un qui est imposé à l'impôt sur le revenu, donc sur barème progressif de chaque associé, comme un revenu foncier qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est barème progressif de chaque associé plus prélèvement sociaux 17,2%. L'impôt sur les sociétés, quand on est à l'impôt sur les sociétés, la SCI elle-même a opté à l'impôt sur les sociétés, donc c'est elle qui va payer son impôt. C'est l'impôt sur les sociétés classique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 15% jusqu'à 38 120 € de bénéfices. Et alors là, on est en pleine transition sur les taux d'IS. On était à 28, on est passé depuis le 1er janvier 2021 à 26,5 pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier, 26,5, on va descendre jusqu'à 25 dans les années à venir. Sur la deuxième tranche, donc, au-delà de 38 120 € de bénéfices, et là, c'est la SCI qui paie elle-même son impôt. La grosse différence, donc l'imposition des associés, on en a parlé, puisque quand une SCI était à l'IS, les associés, eux, ne payent rien du tout en tant qu'impôt sur l'impôt. C'est la SCI qui paye son IS, quand bien même elle a un résultat positif, puisqu'encore une fois, comme on amortit le bien, c'est un peu comme le LMP, on a rarement des bénéfices, sauf sur des biens qui sont très rentables. Et la vraie différence, et très grosse différence entre IR ou IS aussi, au-delà de l'imposition annuelle, c'est l'imposition sur la plus-value. Autant l'impôt sur le revenu n'est pas très avantageux, c'est pas très avantageux tous les ans, puisqu'on ne peut pas amortir le bien, et donc on va avoir un résultat qui est assez élevé, qui en plus va se reporter sur notre impôt sur le revenu, et donc si on est déjà dans une tranche d'impôt sur le revenu élevé, l'impôt sera élevé. Donc en gros, tous les ans, on va payer plus à l'impôt sur le revenu qu'à l'impôt sur les sociétés, où on peut amortir le bien et où en plus on est limité en termes de taux d'imposition, puisqu'on a le 15 voire le 26,5, donc, alors que quand vous êtes à l'IR dans la tranche à 45, déjà vous êtes beaucoup plus haut. Et en plus, vous n'avez pas amorti. Donc ça, c'est en cours de vie. Par contre, à la vente, quand on est à l'IR, c'est le régime des revenus fonciers qui va s'appliquer, le régime, de plus-value des particuliers qui va s'appliquer. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, prix de vente moins prix d'achat à 19%, plus 17,2%, et avec des dispositifs d'abattement qui démarrent au bout de 5 ans et qui sont totales au bout de 30 ans. Alors tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais en fait, il y a deux étapes. Il y a une étape à 22 ans pour l'impôt sur le revenu, et une étape à 30 ans pour le prélèvement social. Si on va être exonéré à 100% de tout, c'est 30 ans. Donc ça, c'est l'impôt sur le revenu au niveau de la plus-value. Et quand on a l'impôt sur les sociétés, là, ça fait beaucoup plus mal, par contre, à la sortie, parce que, en fait, la base de la plus-value, cette fois, ça va être prix de vente, moins prix d'achat, plus amortissement pratiqué sur le bien. Là, ça nous fait notre base, et notre base, elle va être sans abattement cette fois, appliquée directement à l'impôt sur les sociétés.
On a le petit avantage, si on avait eu du déficit fiscal, de pouvoir reporter ce déficit fiscal sur le résultat de l'année où on réalise la plus-value. Ça peut éventuellement nous faire un petit peu baisser le résultat fiscal imposable, mais on va être après directement donc, sur du 15% d'IS, voire 26,5 au-delà. Et ensuite, une fois qu'en plus on a fait ce résultat, si on veut retirer l'argent de la société, eh bien on va repasser, par exemple, si on passe par la case dividende, éventuellement par la case flat tax, c'est-à-dire que quand on se distribue des dividendes, on a la flat tax à hauteur de 30%. En tout cas, c'est l'imposition maximum. On peut opter pour le barème progressif si c'est plus avantageux. Donc, ce qu'il faut retenir sans entrer en détail, c'est qu'en cours de vie, la SCI à l'IR est moins intéressante. C'est plutôt la SCI à l'IS. Par contre, quand on est dans une optique de revente de biens avec une forte plus-value, la SCI à l'IR est beaucoup plus intéressante. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'impôt sur les sociétés, c'est obligatoire si vous faites de la location meublée, concrètement, parce que c'est supérieur à 10% du CA, mais en tout cas, voilà, c'est quasiment dans tous les cas. Quand c'est une location meublée, vous êtes obligatoirement à l'impôt sur les sociétés. Et donc, c'est toute la question de se dire que quand je fais de la location meublée, au final, sauf s'il y a un vrai intérêt patrimonial ou un vrai intérêt d'investir à plusieurs, et encore l'intérêt patrimonial, on va voir qu'il y a une autre solution qui s'appelle la SRL de famille qui permet d'éviter ça, mais en tout cas, quand on fait de la location meublée, sauf si vraiment on a un vrai intérêt à plusieurs, il faut mieux faire de la location meublée qu'on a vu juste avant, éventuellement non professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tous les ans les mêmes règles, notamment l'amortissement du bien, qui va être intéressant. Et à la sortie, on a le même régime de plus-value que si on avait une SCI à l'IR, qu'on était en revenu foncier, c'est-à-dire le régime le plus avantageux en termes de plus-value qui existe aujourd'hui. Donc, on cumule les avantages de l'IS et les avantages de l'IR. Donc, quand on fait du meublé, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt à être un SCI, mais qui est très rare. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de SCI transparente. En fait, dans quel cas ça s'applique notamment? Si aujourd'hui, vous avez je ne sais pas après quel est votre profil là sur la centaine de participants, mais si vous êtes dirigeant aujourd'hui, dirigeant d'une entreprise, d'une société d'exploitation, que vous avez du cash dans cette entreprise, ça fera l'objet du prochain webinaire, donc je fais un peu de teasing, mais et si ça vous parle et que ça vous intéresse, je vous inviterai à revenir au prochain webinaire sur le thématique de holding. Du coup, voilà, je vous dis où c'est que j'en viens. Si vous avez une société d'exploitation, vous avez du cash dedans et que ce cash, vous ne souhaitez pas vous le distribuer en termes de rémunération parce que vous n'en avez pas besoin à titre personnel, vous avez ce qu'il vous faut en termes de rémunération pour vivre, vous avez du cash que vous souhaitez exploiter, notamment dans le cadre d'un projet immobilier. Là, vous avez plusieurs solutions, mais une des solutions optimales, dont je parlerai au prochain webinaire, c'est de créer une holding au-dessus de cette société d'exploitation pour faire remonter ce cash dans la holding avec zéro impôt, ou en tout cas 0,75 pour être précis, puisque en fait, vous avez un régime qui s'appelle le régime mère-fille, qui fait que quand on remonte des dividendes d'une filiale vers une société mère, on n'a pas d'impôt sur les sociétés dans la mère. Donc, vous remontez ces dividendes dans la mère, et avec cette holding, vous créez une filiale SCI, une filiale de cette holding, et vous envoyez avec la holding de l'argent, vous le prêtez, vous faites une créance auprès d'une participation dans la SCI. Voilà. Donc, ça nous permet de faire circuler de la trésorerie que vous avez dans votre entreprise directement vers une SCI et donc pour mener un projet immobilier sans avoir aucun frottement fiscal. Puisque si vous aviez pris cet argent en rémunération ou en dividende, par exemple, pour pouvoir l'investir à titre personnel, vous auriez eu, si vous aviez de la rémunération, des cotisations sociales, de l'impôt sur le revenu. Et si vous aviez pris un dividende, vous auriez payé de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les dividendes. Donc là, on évite tout ce frottement fiscal-là. Vous avez juste l'impôt sur les sociétés, puisque pour remonter le dividende, il faut laisser du résultat forcément dans la société d'exploitation. Et là, voilà, il y a un vrai intérêt, en tout cas, à mener ce type de projet quand vous avez le cash qui est isolé dans une société d'exploitation. Et quand on fait ça, on a un vrai intérêt à faire une SCI qui est transparente fiscalement. Pourquoi? Parce que la SCI transparente, l'avantage, quand on a une société, un associé qui est à l'IS au-dessus, quand on génère un déficit, ce qui peut être le cas, puisqu'on va amortir le bien, il va être imputable sur le résultat fiscal de la société mère. J'espère que je ne vous ai pas perdu, parce que là, je suis parti loin, mais là, on est dans une optimisation vraiment intéressante. C'est-à-dire que du coup, la holding elle va pouvoir imputer le déficit de sa SCI comme si c'était une intégration fiscale, mais ça ne l'est pas, sur sa propre résultat fiscal. Et là, c'est un intérêt d'avoir une SCI transparente. Certes, à la revente, on aura le régime des plus-values
à l'impôt sur les sociétés, mais d'un autre côté, si on avait opté sur l'impôt sur les sociétés, on l'aurait aussi. Donc, autant faire une SCI transparente pour pouvoir bénéficier de la remontée de ce déficit dans la mer. Après, ça dépend des projets, parce que des fois, ça peut être neutre, puisqu'on peut générer aussi dans une SCI alias un déficit qui va être reportable en avant et qui s'imputera sur la plus-value future. Mais si on n'est pas dans une perspective de revente, qu'on a une perspective notamment par exemple de transmission de patrimoine, là, cette fois, ce n'est pas la SCI qu'on va transmettre, c'est la holding. Et on peut faire la même chose, des démembrements, des donations, etc. D'autant plus si la holding, on l'a fait sous forme de société civile. Voilà. Mais on peut aussi la faire sous forme de SAS, par exemple. Ce qui est important, c'est qu'elle soit à l'impôt sur les sociétés pour pouvoir bénéficier du régime Murphy. Voilà, ça sera le prochain webinaire sur le holding. J'espère que ça vous a donné envie. Mais en tout cas, c'est tout l'intérêt de faire une SCI. Il peut se poser dans ces cas-là, notamment, en tout cas. C'est ça qui est important. Et c'était pour rebondir sur la société transparente. Dernière possibilité, après je réponds à toutes vos questions, c'est la société commerciale. La société commerciale, donc soit c'est donc une SAS ou une SRL, hein, généralement dans ces cas-là. On peut faire très bien une société commerciale pour faire de l'immobilier. Pas de contre-indication particulière, c'est juste bien indiqué dans l'objet social. Alors, les avantages, c'est qu'on ne peut mettre qu'un seul associé, contrairement à une SCI. Bon, c'est un avantage qui est mesuré, parce que dans une SCI, il suffit de donner une part à son conjoint, à ses parents, à ses enfants, ce que vous voulez. Bon, on peut lever facilement cette contrainte. On a une liberté statutaire, notamment dans les SAS, clairement par rapport à une SCI. Donc, c'est vrai que si on est plusieurs associés, etc., on peut se laisser de la liberté statutaire, encore une fois, limitée. La responsabilité est limitée, ça c'est pour le coup une très grosse différence, puisque dans une SCI, je ne l'ai pas dit, la responsabilité, elle est indéfinie et solidaire, ce qui veut dire que vous avez, si la SCI a des difficultés financières, vous serez redevable personnellement en tant qu'associé, vous serez garant des dettes de la SCI. Je dis que c'est une vraie différence, mais dans un projet de SCI pur, c'est quand même très, très relatif parce que généralement, en tant qu'associé, vous êtes caution de l'emprunt. Je ne sais pas s'il y en a des personnes, des banquiers qui sont avec nous, mais généralement, dans la grosse majorité des cas, les banques demandent aux associés, personnes physiques, d'être caution solidaire de l'emprunt. Donc, ce qui veut dire que même si Virginie confirme, peut-être que vous êtes dans le monde bancaire, mais j'ai l'impression en tout cas, oui, c'est systématique et c'est normal puisque c'est une garantie en tant que telle, puisqu'elle prête à une personne morale, il faut qu'elle puisse avoir une garantie de pouvoir récupérer leur argent si la SCI avait une défaillance. Donc, on prend une caution directement auprès des associés personnes physiques et qui fait quoi? Qui fait qu'au final, ça revient au même que d'avoir une responsabilité limitée ou pas limitée, puisque même si vous avez une responsabilité limitée et que vous êtes caution, vous êtes caution. Donc, dans tous les cas, même si la société a une défaillance, quand même, il y a une responsabilité limitée, vous serez caution solidaire et vous devrez prendre le relais de la société qui a failli. Voilà, l'autre différence pour finir, c'est qu'on peut avoir une activité commerciale et donc, du coup, on peut faire autre chose que purement de l'immobilier. Et c'est là souvent qu'il y a un intérêt à faire une société commerciale, comme son indique, commerciale, puisque la société civile a un objet civil et donc elle n'a pas objet à faire autre chose que de louer des biens. Et d'ailleurs, la SCI, elle n'a pas vocation à vendre des biens non plus. Elle peut le vendre de manière occasionnelle quand c'est dans une gestion normale, parce qu'on vend des biens sous X années après les avoir loués. Par contre, le but, c'est pas de faire ce qu'on appelle du marchand de biens. J'achète, je revends quand je suis en SCI, puisque l'objet là n'est plus civil et devient commercial. Donc, voilà. Et Virginie nous dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a des plus grosses difficultés à obtenir des accords, car le taux de casse est plus fort en SCI. Donc, attention. Exactement, attention tout de même à monter des SCI à tout va. Je suis totalement d'accord, Virginie. Il y en a beaucoup, notamment des fois, qui veulent monter des SCI pour des résidences principales, voire secondaires, etc. Il faut faire attention, en tout cas, à bien confirmer avec votre banque avant, quand on n'est pas forcément sur des biens locatifs ou quand il n'y a pas un vrai intérêt à faire une SCI. Il peut y avoir des fois des intérêts, même si c'est sur une résidence principale ou secondaire qui n'est pas louée, pour des raisons patrimoniales, notamment quand on a des conjoints non mariés avec des enfants communs. Je laisserai toute cette partie-là à un notaire, mais si vous êtes dans ce cas, demandez à votre notaire s'il y a un vrai intérêt. Et quand on est dans ce cas, après, on n'a pas forcément des fois d'emprunt en face aussi. Voilà.
Donc la société commerciale limitée dans son approche au niveau de l'intérêt qu'il peut y avoir, si ce n'est qu'il y a l'intérêt d'avoir une activité commerciale. Et alors, on a un cas particulier, c'est la SRL de famille. Et je vous disais tout à l'heure, là, il y a un intérêt quand on est sur du meublé au sein de la famille, autant faire une SRL de famille plutôt qu'une SCI. Quand on est dans le cercle familial, donc on va investir à plusieurs, cercle familial sur la location meublée. La SRL de famille, donc on crée une société, une SRL, qui est dite de famille, hein, c'est vraiment le nom fiscal qui s'apparente, et qui va donc être soumis à l'impôt sur le revenu, au BIC, en fait, exactement comme le loueur non professionnel. Pour faire simple, c'est exactement les mêmes règles que le loueur meublé non professionnel dans la SRL de famille. Les conditions, c'est d'être des membres de la même famille au premier degré, donc ascendant-descendant seulement, et conjoint, et conjoint ascendant-descendant. Et ensuite, l'avantage, donc on a l'avantage de la location meublée non professionnelle et l'avantage à la revente aussi, qui est la plus-value du régime des particuliers. Donc en fait, ça fonctionne exactement comme la location meublée non professionnelle, sauf qu'on le fait à plusieurs. Donc là, ça a un intérêt double. C'est là où vraiment, quand vous voulez mixer les avantages de la location meublée non professionnelle et prévoir du coup la transmission de votre patrimoine, la SRL de famille est parfaitement adaptée à votre cas. Petite niche particulière. Donc, en conclusion, en synthèse, donc, quel est le régime le plus avantageux? En tout cas, dans quel cas? Donc, le revenu foncier, les avantages, on l'a vu, c'est la simplicité, puisqu'il n'y a pas de formalité. Inconvénient, on ne peut pas amortir. Et l'impôt sur le revenu va être élevé si vous êtes déjà dans une tranche d'impôt élevée. Donc, dans quel cas? C'est quand c'est un projet que je vais appeler modeste, déjà non meublé, bien sûr. Et quand on est sur des volumes de loyer qui sont assez faibles, quand on est sur un taux marginal aussi d'impôt sur le revenu assez faible et qu'on va pouvoir bénéficier de ce taux marginal. Donc, le taux marginal, en gros, c'est la tranche dans laquelle vous vous situez. Là, c'est intéressant. Le loueur en meublé, là, les avantages, c'est qu'on peut amortir le bien. C'est vrai que je ne l'ai pas mis aussi ici parce que c'est aussi dans les revenus fonciers, mais on l'a vu, l'avantage, c'est la plus-value aussi qui est calculée sur le même régime que les revenus fonciers. Donc, un vrai intérêt à amortir le bien et en plus ne pas être trop taxé sur la plus-value. Les inconvénients, c'est de devoir avoir une location meublée en tant que telle. Donc, il faut la meubler déjà. Il faut trouver un bien qui s'y apparente, le meubler et puis le louer. Parce que non seulement on peut avoir beaucoup de turnover quand on loue à l'année sur du meublé, par exemple sur de l'étudiant, et donc du coup, ça va se renouveler tous les ans, par exemple, ou quand on est sur de la location ponctuelle, saisonnière aussi, quand on est par exemple en épidémie Covid, c'est plus compliqué. Et là, du coup, c'est sûr que là, on perd un petit peu de l'avantage de la location meublée. Donc, dans quel cas, un projet qui est adapté au meublé, déjà, n'allez pas faire de la location meublée pour faire de la location meublée, si c'est votre projet. Donc, soit de la résidence, on l'a vu tout à l'heure, service, soit de la location meublée saisonnière ou ponctuelle. Et quand on n'a pas de transmission patrimoniale envisagée, puisque, on l'a vu, c'est une SRL de famille quand on veut se positionner là-dessus. Et quand on est seul aussi, déjà, voire en meublé. Ensuite, SCI, donc soit impôt sur le revenu, l'avantage c'est la plus-value. L'inconvénient, c'est tous les ans, on l'a dit, pas d'amortissement et on a un impôt sur le revenu élevé si on est dans une tranche élevée. Donc, dans quel cas, c'est un peu les mêmes que le revenu foncier. C'est exactement le même que le revenu foncier, si ce n'est qu'on veut être plusieurs associés cette fois. C'est le seul intérêt de la SCI dite transparente. Donc là, j'ai mis hier puisque je parle d'une transparence avec des personnes physiques. À l'IS, on a vu les avantages amortissement du bien, pas d'impôt sur le revenu personnel pour les associés s'ils ne prennent pas de prélèvement dans la SCI. L'inconvénient clair, c'est la plus-value. Donc là, la SCI à l'IS, elle est souvent intéressante quand on a un taux marginal impôt sur le revenu élevé et qu'on est sur des projets plutôt d'envergure. En fait, nous, on a fait un simulateur, d'ailleurs, que je vous invite à aller voir. Maintenant, je crois qu'on l'a mis sur notre site sacompte.fr. Ou si jamais il n'y est pas, vous allez sur le profil de Romain Prado sur LinkedIn, qui est mon associé et qui a partagé ce simulateur.
et vous commentez son post pour avoir le simulateur. En fait, on a fait un post pour un simulateur pour comparer SCI, IR ou IS pour savoir quel est le plus avantageux dans votre cas. Et vous mettez toutes les hypothèses et ça vous sort exactement quel est le plus intéressant. Mais ce qui ressort souvent, c'est que plus le projet est important en termes de valeur, que ce soit les loyers, que ce soit le bien, et plus l'IS est intéressant. C'est pas toujours vrai, mais dans la majorité des cas. La société commerciale, ensuite, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'avantage un seul associé. On peut mettre un seul associé, on peut opter pour l'IS, on a une liberté statutaire, on a une activité commerciale, une responsabilité, même si, encore une fois, il y a la caution sur l'emprunt, inconvénient la taxation là sur la plus-value, et donc on est plutôt dans un cas où on veut vraiment être absolument qu'un seul associé, qu'on a un taux marginal d'impôt sur le revenu élevé, qu'on veut opter pour l'IS, et qu'on veut avoir une activité commerciale en plus de l'activité civile de location. Et la SRL de famille, on en a parlé, c'est exactement les mêmes avantages que la location meublée, donc avantage inconvénient, à la différence qu'on est plusieurs de la même famille et qu'on prépare la transmission de son patrimoine. Voilà. C'est bon, j'ai fini. Ça a pris plus de temps que prévu, mais petits problèmes initiaux m'ont pas aidé. Je vous invite à vraiment à voter, à continuer à voter pour les questions. Je m'attaque aux questions et dans l'ordre des votes. Donc, Hervé, pourrons-nous avoir les slides à la fin de la présentation? En fait, vous aurez le replay, tout simplement. Donc, pas les slides en proprement parler, mais le replay qui va arriver automatiquement par mail dans l'après-midi. Et vous aurez accès au replay et indirectement donc, aux slides. Simon, bonjour, je souhaite acquérir un immeuble de rapport de 5 lots. Seulement, je me pose la question sur la fiscalité car mon but est de me verser des revenus tous les mois issus de cet investissement. Quel serait le statut idéal pour cela? Alors déjà, Hervé, Simon, pardon, ça va dépendre de si c'est la location meublée ou non, on l'a vu. Donc, si c'est la location meublée, je vous invite à faire de la location meublée non professionnelle, on l'a vu. Si c'est pas de la location meublée, déjà, là, il va falloir se poser la question de si il y a un intérêt à faire une SCI, notamment pour préparer la transmission de votre patrimoine. Est-ce que vous êtes plusieurs investisseurs et est-ce qu'il peut y avoir un intérêt à opter éventuellement pour l'impôt sur les sociétés? Donc, c'est très difficile de vous répondre comme ça. Il faudrait qu'on se pose beaucoup plus de questions. Mais après, en même temps, ça compte pour moi typiquement ou à notre expert comptable peut vous répondre à toutes ces questions-là. Nous, en tout cas, sur Ça compte pour moi, on est spécialiste du sujet. On a énormément, à peu près un tiers de nos clients qui sont sur de l'immobilier. Donc, on maîtrise parfaitement ces sujets-là. Et si vous le souhaitez, nous, on pourra répondre à toutes vos questions en vous posant les bonnes questions à travers ce qu'on appelle un rendez-vous projet. Et on pose toutes les hypothèses, on voit quels sont vos objectifs et on détermine quel est le statut idéal pour vous. Et après, on vous accompagne pour la constitution, les déclarations fiscales, les déclarations comptables, mais aussi on peut faire juste un rendez-vous unique si vous le souhaitez. Si par exemple vous optez pour les revenus fonciers et que vous n'avez pas besoin de nous, pour la suite, ce n'est pas un problème, on peut faire juste un rendez-vous. Voilà. Je vous invite à, du coup, si vous voulez aller plus loin et que vous n'avez pas déjà un expert comptable, à revenir vers nous directement pour qu'on planifie un rendez-vous. Christophe, peut-on faire du LMNB pour un bien d'indivision? Oui, c'est une question très courante, mais oui, oui. Donc à l'indivision, par exemple, mari-femme, typiquement, le classique en tout cas, enfin conjoint, vous pouvez bien sûr faire du LMNB, peu importe l'indivision. Est-il possible de faire de l'acquisition d'un bien via SCI à l'IS, de le louer pendant un an, puis de l'habiter, et donc en faire sa résidence principale, ou conseillez-vous un autre régime? Merci. Donc, c'est possible, oui. La seule différence, c'est que si vous en faites une résidence principale, et donc notamment que vous êtes hébergé à titre gratuit, vous ne pourrez, et c'est logique, ne rien déduire fiscalement. Vous pourrez donc, on mettra un résultat fiscal à 0. Et ça, c'est vrai pour tous les régimes. Dès que vous avez votre résidence principale dedans, et ça serait trop facile, sinon tout le monde ferait une SCI ou autre, vous ne pouvez pas déduire les charges qui vont en face. Après, c'est très différent, c'est selon si vous le louez ponctuellement, par exemple, sur la location ponctuelle, etc. Mais si là, vous faites ça pour au final l'habiter et en faire votre résidence principale, j'y vois pas d'intérêt. Si vous le louez pendant un an, ça dépend encore une fois si c'est du meublé ou pas du meublé. Et si c'est du meublé, loueur en meublé non professionnel. Si c'est pas du meublé, je pense que du revenu foncier suffira largement pour un an. Il n'y a pas, vous n'avez pas, le jeu en vaut pas la chandelle en fait. Voilà. Puisque en fait, tous les statuts qu'on a vus, les différences fiscales, elles se font sur la durée
Donc, pour un an, je pense que du revenu foncier suffit largement. Même, je ne sais même pas si ça vaut le coup de faire du leur meublé non professionnel si vous n'êtes pas ramené à le relouer derrière, quoi. Revenu foncier, ça ira très bien. Christophe, réinvestir le cash de la société d'exploitation d'une holding pour le redescendre dans une SCI pour acheter un bien IMO, ce n'est pas considéré comme de bien social, pas du tout. Non, pas du tout. C'est considéré comme je dirais, de l'organisation patrimoniale. Vous avez de l'argent qui en tout cas vous appartient pas puisqu'il appartient déjà à votre société d'exploitation. La société d'exploitation décide, et donc les associés de cette société décident de l'envoyer à sa société mère. Et en fait, en même temps, comme l'associé et la société mère, c'est elle qui décide de distribuer le dividende, donc jusque-là, pas de problème, tout le monde est d'accord. Il y a eu de l'IS qui a été payé au départ, il y a le régime mère-fille, et puis ensuite, la holding, vous faites ce que vous voulez avec le cash de votre holding. Le but d'une holding, justement, c'est de pouvoir ensuite utiliser cet argent au profit de ses filiales et acquérir des participations, envoyer des créances dans ces participations. Donc, pas du tout, on est très, très, très loin de l'abus de bien social. Après, il peut y avoir des cas un peu plus complexes où il y aurait de la facturation entre les sociétés, où il y aurait par exemple, c'est votre résidence principale dans la SCI et vous ne versez pas de loyer en face. Donc là, oui, il y a un problème. Mais si c'est vraiment pour pouvoir faire un investissement immobilier et que ça remonte par le biais de dividendes et que ça descend par créance rattachée à des participations, aucun problème. C'est très classique. On a énormément de clients qui font ça. Christophe toujours, SARL famille avec frères et sœurs, ça marche aussi. Les plafonds sont-ils doublés? Frères et sœurs, en fait, ça oui. Alors oui, frères et sœurs, oui. Oui, c'est vrai que je vous ai dit ascendant descendant, mais par exemple, frères et sœurs, notamment si vos enfants étant frères et sœurs, étant eux-mêmes frères et sœurs, enfin, si tant est que c'est un garçon et une fille, mais en tout cas, ça fonctionne, oui, ça fonctionne. Je n'ai plus la définition en tête précise, hein, mais on a un article sur notre blog sur le sujet que je vais vous envoyer dans le chat, mais où on dit exactement, tac, je vous l'envoie dans le chat, sur la SRL de famille, et notamment on précise les conditions les conditions, je vous le lis en direct, c'est par les membres d'une même famille en lien direct ou collatéral jusqu'au 2e degré. Donc, ça veut dire que ça peut être détenu soit par des parents en ligne directe, soit par des frères et sœurs, soit par des conjoints mariés ou pacsés, ou à un membre de la famille. Voilà. Donc, frères et sœurs, oui. Je retrie par vote pour voir si ça a évolué. Alexandre, peut-on avoir un bien imposé en micro et un autre imposé en LMNP? Oui. Alors, oui, si c'est un bien en micro foncier, c'est-à-dire un bien nu, et l'autre en LMNP qui est déclaré en tant que tel avec une liasse fiscale MNP qui est meublée, oui. Par contre, si c'est deux biens meublés, non. Vous ne pouvez pas faire un micro et l'autre au réel. Et si c'est deux biens, non, mais deux biens nus, ça ne passe pas puisqu'on parle de LMNP. Donc, si c'est du micro foncier, oui, puisque ce n'est pas les mêmes régimes fiscaux. Par contre, si vous avez, j'oublie donc la question de l'LMNP, mais je l'ai dit tout à l'heure, je crois, si vous avez plusieurs biens en micro, quand vous optez pour le micro, c'est pour tous les biens. Et vous pouvez très bien avoir un bien nu en micro foncier et un autre bien meublé en LMNP. Est-ce possible plus facile, Christophe, d'emprunter en SCI de famille ou bien en SARL de famille? Je crois que c'est Virginie qui, dans le chat, répondait, je pense que Virginie elle travaille dans le domaine bancaire, nous disait justement que SARL de famille ou SCI, attention à bien en parler avec votre banque avant de partir sur un tel projet parce que les banques ont du mal, je crois qu'elle nous disait, je vous invite à regarder dans notre chat ou à échanger ensemble, à faire des prêts sur les SCI ou les SARL. C'est vrai que, en tout cas, quand on est sur du familial, pas sur un projet purement locatif, et les banques sont un peu plus, peut-être, ont un peu moins de mal un peu plus de mal à monter les projets. Après, je pense que ça dépend des banques, ça dépend des profils de chacun. Mais quand on est sur de l'investissement vraiment locatif, notamment sur du professionnel, là déjà, ça pose moins de problèmes. Il faut qu'il y ait un vrai intérêt, je pense en tout cas, que la banque elle comprenne bien pourquoi vous faites cette SCI et pourquoi vous faites cette SARL. Et ensuite,
Si derrière, vous avez, je pense, des garanties suffisamment solides à titre personnel pour se porter caution, ça ne pose pas de problème. Marion, qu'est-ce qui change concrètement pour les non-résidents? C'est une très bonne question, beaucoup trop vaste pour y répondre ici, malheureusement. J'imagine que vous voulez dire que vous êtes non-résident fiscaux français, non-résident fiscal français. Et donc, votre imposition, là, en effet, elle va dépendre de l'imposition et des conventions fiscales qui existent entre les pays. Je ne peux pas vous répondre malheureusement comme ça. Et je vous avoue aussi en toute transparence que là, je ne suis pas un spécialiste du sujet et que c'est plutôt des avocats fiscalistes du sujet qui pourront vous répondre sur le sujet. Marc-Antoine, en LMNP, comment évaluer son bien quand on commence l'activité locative plusieurs années après l'avoir acheté? C'est la valeur vénale. Donc, comment l'évaluer? Soit vous pouvez demander à une agence de faire une évaluation, comme si vous voulez vendre le bien, ou vous regardez en tout cas par exemple, sur le marché, combien vaut votre bien sur les sites d'annonces, etc. Mais en effet, il y a une vraie question. Moi, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très complexe, mais quand vous avez acheté le bien il y a plusieurs années, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en location meublée dès le départ. Vous pouvez vous mettre plusieurs années après. Par contre, il faut pratiquer, en effet, amener le bien pour sa valeur telle qu'elle est au moment de l'apport, du commencement de l'activité de location meublée. Donc, je vous invite à faire comme si vous vouliez la vendre, en fait, vendre le bien et voir comment calcule-t-on notre amortissement? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, c'est pareil, c'est un peu plus complexe parce que souvent, notamment en location meublée non professionnelle, on décompose les biens. On va décomposer la toiture, le gros œuvre, le second œuvre, etc. Donc, du coup, selon les composants, il y a des durées d'amortissement différentes. Si vous êtes en SCI, ça va dépendre du type de bien ou en société commerciale. Ça va dépendre du type de bien que vous louez. Si c'est des locaux professionnels, on va plutôt, des bureaux, on va être sur 20-25 ans. Si on est sur de l'habitation, on est plutôt sur 30-50 ans pour faire large. Après, c'est à vous de déterminer. En tout cas, l'administration fiscale a des tolérances pareilles. Je peux vous envoyer un article pour dire quelles sont les tranches tolérées par l'administration fiscale. Après, c'est vous qui choisissez quelle est pour vous. En tout cas, il faut que vous soyez en mesure de justifier pourquoi vous avez choisi 30-40 ans en disant que, voilà. Généralement, plus la valeur du bien va être élevée, plus on va amortir sur une plus grande durée. Voilà, Florel, même question. L'amortissement sur l'immeuble, je vous y ai répondu. Charlotte proposait des rendez-vous conseils, études en fonction de notre situation. J'y ai répondu aussi tout à l'heure quand je répondais. Je crois que c'était à qui je répondais? À Simon. Pour ça, oui, on fait ça. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur notre site sacomptement.fr. Vous avez la possibilité soit de demander à être appelé, soit de remplir un formulaire de contact pour être contacté, soit vous avez le chat, comme vous voulez. Catherine, est-il possible d'opter pour le réel au début et ensuite modifier le régime pour passer au micro? Oui. Doit-on mettre un logement en location meublée non professionnelle à l'acquisition? Ou bien peut-on le mettre après l'avoir occupé? Donc c'est Olivier, pardon, qui me pose cette question. Donc doit-on mettre un logement en LMNP à l'acquisition ou bien peut-on le mettre après l'avoir occupé comme résidence principale pendant plusieurs années? Auquel cas, est-ce que les charges du type sont les mêmes? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, en effet, vous pouvez le mettre plusieurs années après. C'est pas un problème. Il faudra juste évaluer la valeur pour prendre la bonne valeur qui sera la base d'amortissement. Mais après, en effet, on aura les types de charges qui seront les mêmes. Lauriane, en LMP, si on est déjà TNS, les cotisations s'ajoutent ou non? Alors, si vous êtes déjà TNS, du coup, c'est bien pour vous parce que du coup, si vous n'avez pas cet inconvénient-là, quand on est en fait, on a plusieurs entreprises où on est TNS, en fait, en effet, ce n'est pas les cotisations qui s'ajoutent, c'est les bases imposables. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous prenez 10 000 dans l'une, 20 000 dans l'autre, on va dire que vos cotisations, elles sont basées sur 30 000. Donc, tout simplement, elles ne s'ajoutent, ce n'est pas les cotisations qui s'ajoutent, c'est plutôt les bases imposables. Voilà, puisqu'on ne fait qu'une déclaration TNS. On vous appelle les cotisations qu'à titre personnel et pas en fonction des activités ou des sociétés que vous avez.
Antoine, bonjour, quelle sera la fiscalité à la revente en LMNP? J'en ai parlé, c'est le régime du plus-value des particuliers. Donc, exactement comme si vous étiez en revenu foncier. Prix de vente moins prix d'achat égale base imposable plus-value, imposé à 19% pour l'impôt sur le revenu, plus prélèvements sociaux 17,2%, et des abattements progressifs en fonction de la durée de détention qui font qu'au bout de 30 ans, on est totalement exonéré. Lauriane, si on veut acheter à deux, père et fille, un bien meublé, la SCI était la meilleure option. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure entre-temps, du coup, de la SARL de famille. Catherine, peut-on déduire le mobilier dans une MLMNP? Y a-t-il une liste exhaustive des éléments déductibles? Alors, oui, vous pouvez déduire. Il n'y a pas une liste exhaustive des éléments déductibles. Par contre, il y a une liste minimum des éléments qui font que votre location elle est meublée. Par contre, oui, on les déduit. Et comment? On les déduit par le biais des amortissements, en fait. Là, les meubles, on les amortit généralement entre 5 et 10 ans. Et là, en effet, on va les amortir. C'est-à-dire qu'on va les passer en immobilisation, comptablement parlant, et fiscalement parlant aussi d'ailleurs, et on va les amortir au fil des années. Ambre, peut-on passer d'un statut micro à réel et vice-versa d'une année sur l'autre en cas de changement de situation? J'y ai répondu en effet tout à l'heure sur le sujet. Christophe, le régime micro-entrepreneur peut être aussi considéré comme personne morale dans le cadre d'une SCI? Non, pas du tout. Même si ce micro-entrepreneur, les aime associer lui-même personne physique. Non, en fait, le micro-entrepreneur n'est pas une personnalité juridique, puisque quand vous êtes micro-entrepreneur, c'est vous, personne physique, qui avez cette activité. Donc, en fait, il n'a pas de personnalité à proprement parler. Donc, du coup, vous ne pouvez pas dire c'est votre micro-entreprise et vous-même, ça fait deux personnes. Non, parce que c'est la même personne. Voilà. Pareil si vous avez une entreprise individuelle, d'ailleurs. Je trie pour voir celles auxquelles je n'ai pas répondu, qui ont très peu de votes. Ah non, attendez. Si, non répondu. Ah oui, mais non, je ne peux pas faire le double tri. Comme il y a beaucoup de questions. Mathilde, dans le cas du micro, dans les 15 cas de loyer, il y a les charges de copro. Mais j'y ai répondu, je crois que vous l'avez posé sur le chat tout à l'heure. Jérémy, bonjour, je vais passer obligatoirement de l'MNP à l'MP et je me demande si je dois m'inscrire obligatoirement au régime de SSI ou je peux continuer aux prélèvements sociaux de l'MNP. Non, j'y ai répondu entre-temps. Obligatoirement, vous passez à la sécurité sociale des indépendants. Ça se fait automatiquement. En tout cas, il faut déjà le signaler aux impôts, ils s'en rendront compte d'eux-mêmes. Et de toute façon, vous avez l'obligation de le déclarer aussi au régime commerce et des sociétés, donc qui va enclencher automatiquement le SSI. En LMP, peut-on être au micro? Oui, exact, puisque en fait, le LMP, c'est 23 000 de recettes et le micro, c'est micro BIC, c'est que au-delà de 60. Alors, et même non, d'ailleurs, les activités d'hébergement, c'est le deuxième seuil. Hein, donc, vous avez le seuil, le deuxième seuil qui est beaucoup plus haut. Donc, oui, on peut être en micro. Et si on est en micro LMP, est-ce qu'il y a les mêmes règles à la revente? Et quelles règles au micro pour les cotisations sociales? Mais le problème, non, déjà non. Donc, il n'y a pas les mêmes règles ni au niveau du déficit, ni au niveau de la revente. Et pour les cotisations sociales, c'est les règles du micro, donc micro BIC. Ça va être, je pense, dans votre cas, 22,8% de vos recettes. En fait, donc il faut faire vraiment la simulation. Là, cette fois, on a un simulateur micro réel qui peut s'adapter à votre cas. Il faut que vous sélectionnez BIC. Donc, si vous ne l'avez pas déjà, pareil, là, vous allez sur notre site, c'est sûr qu'il y est, sur sacompte.fr, dans blog, simulateur, vous avez micro réel et vous faites téléchargez-le et faites la simulation. En fait, vous mettez BIC, vous mettez toutes vos conditions et ils vous diront exactement, ça vous dira le simulateur, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Dominique, il me semble que la SCI n'est pas adaptée à la location saisonnière, est-ce vrai? En fait, comme on est sur la location meublée, généralement sur la location saisonnière, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça n'a pas forcément d'intérêt, autant faire de la location meublée non professionnelle, voire de la SRL de famille, puisque si on est en SCI, on est obligatoirement à l'IS et on a ces inconvénients, les inconvénients qui vont avec. Donc autant faire pour avoir les mêmes choses, notamment l'amortissement du bien, mais pas l'inconvénient de la plus-value, SRL de famille ou location meublée non professionnelle. Mathilde, quand on détient un bien immobilier qui est déjà en SCI, comment peut-on le passer en propre? Là, il faut faire une cession. Donc, c'est assez compliqué. Enfin, c'est assimilé à une cession, du moins.
Et du coup, oui, c'est exactement comme si vous faisiez une cession. Vous allez voir votre notaire et vous dites que vous voulez céder le bien de la SCI vers vous physiquement. Donc, la SCI va payer éventuellement l'impôt sur la plus-value. Vous allez payer les droits de mutation. Donc, c'est pas top. Du coup, le mieux, c'est de le laisser dans la SCI. Sinon, si c'est pour l'habiter, vous le laissez dans la SCI, vous le laissez vivre dans la SCI. C'est ce que vous conseillerez à un notaire, je pense. Comme ça, vous évitez tous les frais qui vont avec. Peut-on faire du LMP en SRL de famille? Oui, bien sûr. En fait, la SRL de famille, comme elle est à l'impôt sur le revenu, elle est assimilée au BIC. Donc, peu importe P ou NP, c'est la même chose. Virginie, certains rachètent des biens non propres par une SCI afin de générer de la trésorerie. Quel risque? Ouais, oui. Déjà, c'est que le risque, je crois que Virginie, c'est vous qui en parliez tout à l'heure, c'est que la banque n'accepte pas. Et il n'y a pas vraiment de risque en tant que tel. C'est juste que est-ce qu'il y a vraiment un intérêt et surtout est-ce que la banque va accepter quoi. À quelle fréquence allez-vous faire des webinaires de ce type, Christophe? J'en fais toutes les 2 semaines depuis très longtemps. Donc vous allez sur notre page Livestorm, vous tapez Livestorm, ça compte pour moi dans Google et vous allez voir tous les webinaires. Dans 2 semaines, je fais une présentation des nouveautés de notre espace client, ça compte pour moi. 2 semaines après, ce sera les nouveautés de la finance et 2 semaines après, ça sera la holding dont je vous parlais tout à l'heure. Avez-vous des clients qui font de la location en part hôtelière, régime différent de la location meublée? Ouais, alors par hôtellerie, en fait, ce qui change surtout, c'est les règles au niveau de la TVA. Mais sinon, et au niveau du micro, l'abattement n'est pas le même, mais sinon, il n'y a pas et on en a, oui, on en a plein. Et là, il y a un peu de tout. Il y a il y a des sociétés commerciales, il y a des locations meublées, il y a des SCI, pas de règle particulière. Y a-t-il un plafond des loyers au réel? Oui, 15 000 euros en tout cas pour les revenus fonciers, j'en ai parlé. Dans mon cas, Mathilde, j'ai des parts dans une SCI. Je souhaite racheter d'autres parts et mon conjoint aussi. Peut-on changer de statut et passer à une SRL de famille? Oui, alors ça va être compliqué parce que en fait, vous n'allez pas pouvoir transformer une société civile vers une société commerciale. Donc en fait, il va falloir faire une cession. Donc c'est pas top non plus. Je réfléchis. Je parle d'une SCI. Non, ouais. Vous pouvez le faire, mais c'est compliqué. Et coûteux. Je pense pas que ça vaille le coup. Je réfléchis juste à ce que vous disiez. Acheter de... Non, ouais, je vous conseille de rester ainsi. C'est trop tard. Bonjour, donc Julien. Bonjour, j'ai un projet avec 3 amis pour l'achat d'un bâtiment avec un local commercial et une grande partie en location saisonnière. Saisonnière sur du commercial? Ok. Est-il possible de me préciser la meilleure solution pour pouvoir encaisser le loyer du local commercial et les 7 à 10 chambres en location saisonnière en plus? Ah, d'accord. Ouais. En fait, si c'est la location saisonnière meublée, vous pouvez tout simplement scinder l'immeuble et par exemple acheter avec une SCI à l'IS le local commercial et acheter. Ah ouais, non. Vous pouvez pas faire de l'MNP, vous êtes à plusieurs. Moi, je vous conseille, vous n'êtes pas la même famille, j'imagine. Oui, non, 3 amis. Donc en fait, là, il faut mieux faire une société commerciale, dans votre cas, pour le coup. J'ai l'impression. Ou non, ou une SCI tout simplement, mais ça sera obligatoirement à l'impôt sur les sociétés. Donc moi, je vous dirais SCI à l'IS. Thibaut, je connais, bonjour Thibaut. En régime LMNP, si le bien est exploité en saisonnier, Airbnb Booking, existe-t-il un seul maximum de recettes avant d'être soumis aux cotisations sociales URSSAF? Du coup, c'est le seuil que je disais tout à l'heure pour la location meublée professionnelle. Je vais lui répondre entre-temps. Thibaut, toujours pour la deuxième condition LMP, les salaires sont valorisés sur quelle base au niveau des revenus? Sur le salaire net imposable? Oui, c'est ça, puisque c'est les revenus du foyer fiscal, tout simplement.
Jérémy, en LMP maintenant, il n'y a plus d'obligation d'inscription au RCS. Du coup, dois-je payer les cotisations sociales que vous évoquez si je ne m'inscris pas au RCS? Non, en fait, c'est le LMNP où il n'y a plus d'obligation d'inscription. Mais dans tous les cas, alors que LMP, oui, mais dans tous les cas, oui. En fait, vous n'avez pas le choix. Je suis vraiment désolé, mais vous êtes considéré comme un BIC professionnel et tout BIC professionnel doit payer en fait, comme c'est votre activité professionnelle, vous devez cotiser à votre activité principale. Vous pouvez demander après directement auprès de la Sécurité sociale des indépendants. Olivier, comment peut-on transmettre un bien acquis en propre à une SCI? Cela peut-il se faire gratuitement? Le parti d'être onéreuse, c'est un peu comme disait Mathilde tout à l'heure, on doit faire une cession. Donc, ou faire un apport à la SCI. Mais faire un apport, ça va être considéré comme une cession d'un point de vue fiscal, donc il va potentiellement y avoir une imposition de plus-value. Voilà. Donc à voir si vous avez une imposition sur votre plus-value ou pas. Sinon, vous pouvez l'apporter. Il y a beaucoup de questions qui se recoupent avec des questions auprès d'un notaire. Donc si vous connaissez un notaire, en tout cas, vous pouvez aussi lui poser typiquement ce genre de questions. Tout ce qui va être attrait à des transferts de patrimoine en fait, ou du démembrement. Alors, Christelle qui nous demande est-ce qu'il y a des gens qui sont en Guyane? Mais voilà. Mathilde, peut-on louer un appartement meublé s'il est en SCI? Bien sûr, mais du coup, vous aurez obligatoirement à l'IS. Catherine, en cas de passage de LMNP ou LMP, pardonnons les déficits excédentaires générés lorsqu'on était en LMNP. Non. Et Eric, pour finir, règle d'apport en SCI, un apport en nature donne quel droit au sein de la SCI? La banque retient-elle cet apport en termes de garantie financière? Alors, si vous faites un apport en nature, c'est-à-dire que vous apportez un immeuble, ce que je viens de dire tout à l'heure, vous avez des parts sociales à hauteur de la valeur de l'immeuble sur le total du capital social, tout simplement. Donc, si vous apportez un immeuble qui vaut 100 et que le capital est de 200, vous aurez la moitié des parts. Mais bon, pour que le capital soit de 200, ça veut dire qu'il faut soit apporter 100 en apport en numéraire, soit notre apport en nature. Mais vous pouvez très bien faire un apport principalement en nature de 100 par exemple et rajouter juste un en numéraire parce que vous êtes obligé de faire un apport en numéraire. Et vous aurez la très grande majorité. Pour la banque, retient-elle cet apport en termes de garantie financière? Non, je pense que ça ne change pas grand-chose pour la banque. Elle vous mettra caution solidaire dans tous les cas. Voilà, je regarde si j'ai des questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Ah ben Nordine, une SASU dont je suis le président peut-elle louer un bien que je possède en nom propre? Non? Enfin, louer, dans quel sens? Est-ce que ça peut être votre locataire? Oui. C'est-à-dire que vous possédez en nom propre un bien, vous voulez le louer à votre SASU qui vous verse un loyer? Oui, bien sûr, vous pouvez. Je pense que c'était ça votre question. Voilà, donc ça y est, j'ai répondu à toutes vos questions. Ça fait 1h23 qu'on y est, on a bien dépassé. Mais bon, c'était important de répondre à toutes vos questions. Ceux qui nous ont quittés avant, de toute façon, pourront regarder le replay. Je regarde si, parce que bon, j'ai des gens qui ont discuté dans le chat. J'espère qu'il n'y avait pas de questions, parce que sinon c'est impossible de s'y retrouver. Je regarde quand même au cas où, mais je pense que c'est que des échanges entre vous. C'est bon. Voilà. Merci beaucoup à tous. Ouais, j'ai tout répondu. Super. Merci beaucoup de votre participation. Encore une fois, je vous invite, bon déjà vous aurez le replay quoi qu'il arrive dans votre boîte mail dans l'après-midi. Si vous voulez plus d'infos pour ceux qui ont demandé à avoir, voilà par exemple Gauthier qui me dit où trouve-t-on le comparateur, vous allez sur, c'est marqué sur votre écran normalement, de www.sacomptpromo.fr. Vous avez, je peux vous le faire maintenant en direct, vous partagez mon écran pour vous montrer. Tac, tac. Voilà, là je vous partage mon écran. Vous allez sur notre site, sacomptpromo.fr, dans blog, vous avez ici. Ils sont où, simulateurs? Une question. Est-ce qu'ils sont avec les guides? Voilà, guide et simulateur. Et vous avez le simulateur SCI IR ou IS, et vous avez aussi le simulateur régime réel au micro. On en a d'autres, si vous allez sur le profil de Romain Prado,
sur LinkedIn, mon associé, et vous avez aussi un simulateur micro-foncier ou revenu foncier au réel, et un simulateur aussi de LMNP, en disant si j'investis dans un bien LMNP, combien je vais gagner une fois que j'ai payé tous mes impôts. Voilà. Donc, je vous envoie le lien si vous voulez directement ici, dans le chat. Voilà, vous cliquez sur le lien et vous avez les... Pardon, j'arrête le partage parce que c'est assez particulier. Voilà. Du coup, vous avez ça. Je vous remercie. Vous allez sur notre site si vous voulez aussi plus d'infos. Sur notre blog, vous aurez plein d'infos. Et si vous voulez aussi un rendez-vous dont certains ont parlé, vous planifiez dans le chat, vous demandez à être appelé, vous demandez à... vous remplissez un formulaire de contact. On vous recontacte et on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour répondre à vos besoins. Sachant que sur tous ces sujets-là, nous, on a une offre unique pour toutes les activités immobilières, c'est 40 € hors taxe par mois, que ce soit SCI, LMNP, etc. Et vous avez, du coup, vous remplissez toutes vos obligations comptables, fiscales, sociales, juridiques. Alors, ça dépend, parce que selon les cas, un SCI, il faut rajouter une assemblée générale, mais vous avez tout ça et qui est rempli. Voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas aussi à me suivre sur LinkedIn si ce n'est pas déjà fait, puisque je partage tous les webinars. Je partage aussi un certain nombre de simulateurs, d'articles, d'infos qui peuvent vous intéresser. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre participation, vos questions nombreuses. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, d'ici là, bonne après-midi. Au revoir.